Bonjour et bienvenue sur ce nouvel échange de votre podcast Homéorésie du vivant. Je m'appelle Aurélie Montin et ici, sur cette émission, je suis l'interlocutrice de Pierre Etchart, qui au fil des épisodes vous transmet les principes du vivant et vous partage un nouveau regard sur le monde qui nous entoure. Une interlocutrice qui sera un peu comme vous, enthousiaste et surtout curieuse d'en découvrir toujours un peu plus. Humble, mais fière en même temps, de cheminer vers une plus grande autonomie de la pensée. Je porterai ainsi votre voix, vos questions, vos remarques. D'ailleurs, avant de rejoindre Pierre, et parce que chaque épisode est à lui-même un voyage, je vous propose d'en découvrir une autre, de voix. Celle d'un petit homme qui n'a pas fini de vous surprendre, de vous faire réfléchir, voire même peut-être de vous inspirer. Les civilisations, les moments de la connaissance et de l'organisation humaine sont comme autant de rochers dans l'océan. Quand on voit une civilisation, un moment de la connaissance, on ne voit que le heurt de l'océan contre ce rocher, la vague qui se brise, l'écume jaillissante. Ce que nous avons cherché, c'est le lieu d'où l'on pourrait contempler l'océan tout entier dans sa calme et puissante continuité, dans son harmonieuse unité. Jacques Bergier, Le matin des magiciens. Pierre, bonjour. Bonjour Aurélie. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau sujet qui te tient extrêmement à cœur. C'est le sujet de la transmission. Alors, on l'a un petit peu évoqué, on aurait difficilement pu faire autrement sur les premiers épisodes. Déjà parce que tu nous as parlé, même si c'était un peu rapidement, mais on y reviendra un petit peu plus tard, de ton académie et de cette volonté que tu as aujourd'hui de transmettre, justement. Tu n'as pas utilisé le mot enseigner, tu as utilisé le mot transmettre et on va s'arrêter dessus aujourd'hui. Alors, de façon globale et pour introduire cet épisode, on parle souvent de la pyramide de Maslow, c'est celle qui est la plus connue par rapport aux besoins. Oui, tout à fait. Et toi, tu nous proposes aussi un modèle de pyramide, on va dire, mais justement dans cet univers de la transmission et puis aussi de la connaissance, parce que c'est un mot qui est quand même très souvent utilisé. Je connais ci, je connais ça. Il n'y a pas besoin d'y réfléchir parce que je connais. Mais qu'est-ce qu'on met derrière tout ça? Alors moi, du coup, ce que j'ai créé là, c'est vraiment la pyramide du coup finalement de l'apprentissage, mais un apprentissage en termes d'accès. Et pour ça, il faut effectivement redéfinir l'ensemble des termes pour pouvoir comprendre mon raisonnement. Souvent, dans notre discours, on manque un petit peu de rigueur par rapport à la sémantique, et ce qui fait qu'il y a énormément d'incompréhension et que l'on mélange beaucoup de choses. Et donc, pour essayer d'éviter ce genre de choses, c'est très important d'attribuer à chaque terme une seule définition, voire peut-être deux, mais pas plus, pour qu'on se mette d'accord. Donc, effectivement, dans l'accès et dans l'accès au savoir, ou même dans l'apprentissage globalement, il y a plusieurs étapes. La première étape, effectivement, c'est la notion c'est la notion d'information. Donc, la notion d'information, c'est quelque chose que l'on entend tout le temps, mais comme on le verra un petit peu plus tard, la notion d'information, elle vient avant tout d'une théorie d'un logicien, de l'informaticien qui s'appelait Claude Shannon, qui a développé ce qu'on appelle la théorie de l'information. Et cette notion d'information, elle n'a absolument rien à voir avec la notion d'information telle qu'on la traite aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on parle d'information, c'est la même chose que de parler de nouvelles, c'est la même chose que de parler, tout ce qui va nous apporter une information, je dirais même dans le journal, dans les écritures, dans les livres, tout ça en fait, on va appeler ça de l'information. Or, l'information a une caractéristique, c'est que elle n'est pas structurée. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas en faire quelque chose de constructif. Je te donne un exemple. Quand tu entends parler chinois, d'accord, et que tu ne parles pas le chinois, mais en fait,
c'est pour nous qui ne parlons pas chinois, ça va être de l'information. Parce que c'est quelque chose effectivement qui est structuré, mais pour nous n'arrivons on fait rien en fait avec ça. C'est-à-dire que ça nous glisse dessus et on ne peut pas interagir avec ça. Par contre, pour quelqu'un qui est à côté, qui comprend le chinois, pour lui ça va être de l'information. Parce qu'il va comprendre, parce qu'il connaît la langue, donc les mots vont être structurés, et les mots structurés vont donner des phrases, et donc il va y avoir un sens pour lui. Donc pour nous, ce serait pas de l'information du coup. Non, pour nous, c'est de l'information. C'est là, en fait, où c'est important de savoir, il y a une relativité, en fait, dans la notion d'information. C'est-à-dire que l'information, une même notion ne reste pas une information. C'est un même élément qui évolue. L'information peut se transformer en savoir à partir du moment où on a les outils pour pouvoir les structurer. Par exemple, quand tu regardes le ciel, tu vois des étoiles qui bougent, mais il y a surtout de l'information. Tu vois des étoiles qui bougent. Mais si tu as des notions d'astronomie, par exemple, tu sais situer telle constellation et tout ça, mais en fait, là, le fait que telle étoile passe devant celle-là, c'est du savoir. Parce que c'est structuré, c'est-à-dire que ce que tu vois dans le ciel, tu le regardes avec d'autres lunettes et tu le vois différemment, c'est structuré. Et donc, tu peux agir avec, c'est-à-dire que ça peut te donner des éléments que tu n'as pas lorsque c'est de l'information. Et donc, tu peux l'utiliser. En fait, le savoir, c'est une information utile. Est-ce qu'on peut dire que du coup, l'information, c'est ce qu'on perçoit de nos différents sens, et que le savoir, c'est à partir du moment où ça transite là-dedans et... Okay. À partir du moment où c'est interprété, mais que ça a du sens. C'est-à-dire que le savoir a forcément du sens, ce que n'a pas l'information. Ok. D'accord ? En fait, le savoir, c'est de l'information avec du sens. D'accord ? Donc ça passe effectivement par les sens. Et une fois que c'est traité, mais que ça nous fait sens, là, on obtient du savoir. C'est la même chose. Je te reprends mon exemple de mon fameux magazine Science et Vie d'Einstein. Mais lorsque je l'ai acheté, pour moi, ce n'était que de l'information. Ça a été de l'information pendant très longtemps. Et c'est devenu du savoir à partir du moment où j'ai commencé à comprendre certaines choses de ce livre. D'accord ? Voilà. Donc en fait, la grande distinction entre l'information et le savoir, c'est que le savoir vous permet d'avoir un élément d'information supplémentaire qui vous permet d'agir. C'est-à-dire, ça vous permet d'anticiper des choses, ça vous permet de faire des déductions, ça vous permet de raisonner autour de ça. Chose que ne vous permet pas l'information. L'information, elle glisse sur vous et vous ne pouvez pas interagir avec. Alors que le savoir, déjà, il y a une espèce d'échange de ping-pong entre votre environnement et vous-même. Donc c'est très important parce que du coup, l'information telle qu'on l'obtient quand on en parle, par exemple, quand tu lis un journal, tu n'obtiens pas de l'information. C'est du savoir. Oui. Tu sais qu'aujourd'hui, on est le samedi, 23 septembre, par exemple. Tu sais que demain, il y aura du soleil à tel endroit. Mais ça, c'est un savoir. C'est pas une information. Alors que nous, on l'utilise comme étant une information. On dit, ce sont les infos. Oui. À la télé, ce sont les infos. Mais non, c'est pas une info. Parce que l'information, si tu veux, c'est le champ dans lequel nous baignons. Nous baignons, en fait. Alors, on va souvent utiliser un autre jargon. En fait, on va dire qu'on baigne, en fait, dans un champ d'énergie. D'accord? Mais en fait, cette énergie, elle prend forme. Et cette énergie, lorsqu'elle prend forme, c'est une information. D'accord ? D'ailleurs, la définition de l'information qui est donnée, donc là, je dépasse le cadre de la théorie de l'information de Claude Shannon, mais la définition qui est donnée, et ça c'est intéressant, c'est au sens étymologique, l'information est ce qui donne une forme à l'esprit. D'accord ? Donc, elle vient du verbe latin informare, qui signifie donner forme à ou se former une idée de. Donc, c'est lorsque cette information, en fait, elle donne une forme, c'est-à-dire qu'elle
elle se matérialise, d'accord, dans notre dimension, et du coup, on peut interagir avec. Et là, par la suite, c'est ce qui va nous permettre, en interagissant, de le structurer. Et si cette forme a du sens pour nous, ben en fait, ça va devenir un savoir. Est-ce que il y a une espèce de chronologie aussi, justement, entre information et savoir par rapport aux émotions? Est-ce que l'information, on peut dire qu'elle est brute, elle est dénuée finalement de toute émotion, et à partir du moment où il y a ce côté émotionnel qui se met dessus, avec le sens, ça devient du savoir? Oui, Ok. absolument. Absolument. L'information, elle est neutre, hein. L'information, elle est neutre, c'est nous qui allons lui donner du sens. D'accord? Ouais. Et c'est là où je reviens à la profondeur, en fait, de la notion d'interaction. C'est parce que l'information va avoir cette neutralité, mais c'est notre façon d'interagir avec qui va déterminer le sens qu'on va lui donner. Alors que on aura tendance à penser que la façon, ce que l'on ressent, c'est-à-dire le sens qu'on lui donne, est une valeur intrinsèque, est une valeur absolue. Alors que pas du tout. Elle est liée, elle est déterminée par la façon dont on interagit. Et ça, on le voit bien. Pardon. Non, c'est moi. On le voit bien dans les relations humaines. On le voit bien. C'est-à-dire que ce qu'on va ressentir, nous, c'est-à-dire que le sens qu'on va donner à une action, par exemple une personne qui nous dit quelque chose, elle va être hautement déterminée par la façon dont on aura échangé sur cet élément-là. Tu vois, par exemple, une maman qui gronde son fils parce qu'il a fait quelque chose de potentiellement dangereux pour lui. Bon, mais dans la mesure où l'enfant se positionne en se disant, bon, ben, elle fait que me crier dessus, ben, il va penser que maman ne m'aime pas. D'accord? Et c'est un fait, parce qu'elle me crie dessus, donc maman ne m'aime pas. Alors que si j'interagis d'une autre façon en me disant, ah non, mais en fait, ce que j'ai fait était dangereux, donc elle a eu peur, et comme elle tient à moi, ben, ça l'a fait monter dans les tours, et du coup, ça l'a fait crier. Tu vois? Donc, la façon dont j'interagis à cette même information va déterminer le sens que je lui donne. Dans le premier sens, c'est maman m'aime, et dans le deuxième sens, c'est maman me déteste. Or, oui, c'est plus concret. Et oui, or, nous, dans notre façon de fonctionner, on pense que non, soit maman nous déteste, et c'est clair, parce qu'elle, c'est QFD, elle nous gronde, donc c'est qu'elle nous aime pas, ou l'inverse. On se dit pas que le sentiment que l'on a eu est la conséquence d'une interaction. C'est-à-dire que c'est quelque chose de secondaire. Et ça, du coup, on le verra justement dans le module, notamment sur l'homéostasie, dans tout ce qui va être redéfinition du traumatisme. D'accord? Ok. On va voir que le trauma, la façon dont c'est abordé aujourd'hui, oublie tout un aspect de la régulation qui détermine le caractère avec lequel on ressent les choses. Mais bon, on garde ça pour plus tard. Mais en tout cas, ça met bien en lumière le fait que on n'est pas simplement en train de se prendre la tête juste pour une question de mots, mais parce que vraiment derrière les mots, on en revient à ce qu'on disait précédemment, avec derrière les mots, il y a un univers. Il y a mais c'est ça, exactement. Il n'y a pas d'intérêt en soi, si tu veux, d'avoir des définitions pour des définitions. On s'en fiche. C'est juste que à un moment donné, c'est comme si tu voulais parler avec une personne qui parle une langue étrangère. D'accord? Et que tu n'acceptes pas toi-même de parler cette langue. Vous n'allez pas réussir à vous mettre à discuter. Vous n'allez pas réussir à échanger. Et donc, à partir du moment où nous avons tous, chacun, des termes qui ont des définitions différentes, mais en fait, quand on se parle, on parle dans le vent. Ce sont des dialogues de sourds. Et au mieux, on pense que l'autre a compris, mais au pire, on a la lucidité vraiment de se dire que non, en fait, on parle pas de la même chose. Et aujourd'hui, l'une des raisons qui fait que, notamment dans le domaine de la santé, moi, je considère que ça tourne complètement en rond, mais complètement. On s'est enfermé dans une cage, là, mais c'est à cause de ça, en fait. On s'est créé nous-mêmes
les grilles de notre cage. Parce que nous n'avons pas été suffisamment rigoureux sur ces éléments-là. Et alors que tous les éléments conceptuels sont là, toutes les révolutions scientifiques sont là, pour qu'on puisse aller mais tellement loin, mais nous n'avons pas fait le travail en amont qui est indispensable, justement, de bien déterminer chaque terme pour mesurer quelles sont les implications de ces concepts. Et là, on voit rien qu'avec cette petite notion d'information, à quel point ça va changer notre regard sur ce que l'on croit être, par exemple, notre émotion. D'accord ? Mais notre émotion, encore une fois, mais ça aussi on le verra avec le trauma, dans le module sur l'homéostasie, mais en fait, ce n'est pas une émotion intrinsèque. C'est la conséquence de quelque chose. Et donc, sur ce quelque chose, si on l'identifie, on peut agir. Du coup, si on revient à cette pyramide, Pierre, qu'on a commencé à construire ensemble au tout début là de l'épisode, on a l'information, qui est finalement la base parce que c'est ce qu'il y a de plus, puisque ça nécessite d'être structuré pour en fait, il faut imaginer que ce que nous on appelle le vide, qui bien entendu n'existe pas. Le vide, c'est un concept humain, donc on y reviendra aussi, mais le vide n'existe pas. On appelle vide en fait ce qu'on ne voit pas, mais on sait aujourd'hui depuis longtemps que le monde, notre univers est rempli beaucoup plus de choses qu'on ne voit pas que de choses que l'on voit. Donc, mais là aussi, du coup, on ne mesure pas les implications de ces découvertes. C'est pas normal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a compris ça, on doit se dire bon ben alors à ce moment-là, il faut redéfinir le vide. C'est-à-dire que ce qui est vide autour de nous n'a plus lieu d'exister tel qu'on l'utilise. Donc continue à parler de vide. Même en physique quantique, on parle de vide quantique, tout ça. Mais il faut vraiment arriver à dépasser les modèles. Mais pour ça, il faut vraiment prendre le temps de définir les termes. Donc l'information, c'est véritablement ce dans quoi nous baignons. Imaginez que tout ce que vous ne voyez pas, en fait, c'est une espèce quand on parle du rayonnement lumineux, par exemple, parce que le soleil donc éclaire tout, d'accord ? Donc les gens arrivent à s'imaginer beaucoup plus facilement ça. Et donc le terme qu'on emploie, c'est de dire, imaginez que vous êtes dans un bain de lumière. D'accord ? C'est-à-dire que le monde est rempli, on est dans une espèce de bain de lumière. Donc c'est pas un bain d'eau, mais c'est un bain de lumière. Et bien là, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on est dans un bain d'information, sauf que cette information, elle est partout. Elle est absolument, absolument, absolument partout. D'accord ? Mais par contre, elle est en termes d'interaction avec nous, c'est-à-dire qu'elle échange, mais ça ne structure pas encore notre pensée et notre façon, nous, d'agir sur notre environnement. Elle est brute. Et après, qu'est-ce qu'on en fait ? Exactement, c'est brut. Et après, une fois qu'on arrive à le structurer et qu'on arrive à en faire quelque chose, à lui donner du sens, là, ça devient du savoir. Donc, le savoir, c'est tout ce qu'il y a dans les livres, tout ce qu'il y a dans les journaux, tout ce qu'on entend à la télé, les podcasts, voilà, tout ce qui a du sens quand vous le voyez ou quand vous l'entendez, c'est du savoir. Même un arbre, par exemple, un arbre pour un tigre, c'est du savoir. Par contre, pour un citadin, c'est de l'information. Tu vois où je veux en venir ? C'est-à-dire que quand on arrive devant un arbre, le citadin, bon, voilà, il y a un arbre là, mais bon. Par contre, le tigre, il sait parfaitement que s'il y a un danger ou quoi, il peut monter à l'arbre. Il s'en sert comme perchoir, parce qu'il a développé un savoir. Il sait qu'il peut monter. Il sait qu'il peut l'utiliser comme perchoir. Il sait que ça a une certaine densité. Il sait que ça peut le protéger. Voilà. Mais par contre, le citadin, il y a très peu de citadins aujourd'hui qui savent monter un arbre, par exemple. Non, mais pour eux, c'est de l'information. Mais alors, est-ce que pour le tigre, c'est pas plutôt de la connaissance s'il a déjà fait ? Alors, ça va encore plus loin. Là, on n'y est pas encore, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, quand je parle du tigre, par rapport au savoir, c'est lorsqu'il passe à côté. D'accord ? Là, il a quelque chose et il sait qu'il peut, s'il y a besoin, il peut utiliser cet élément-là pour faire ce qu'il veut, pour s'échapper, pour se nourrir, pour dormir. Et ensuite, donc une fois qu'on a ce savoir, on a la fameuse connaissance. Et là aussi, alors on peut ne pas être d'accord
si tu veux, sur les différents termes employés. D'ailleurs, moi, je ne suis pas d'accord dans la façon dont c'est employé, mais j'explique pourquoi. Et donc, la connaissance, pour moi, elle est exclusivement liée à l'expérimentation. C'est-à-dire que une fois qu'on a obtenu du savoir, donc le savoir, c'est une croyance, mais qui est théorique. C'est-à-dire qu'on pense qu'on a compris quelque chose. C'est-à-dire on donne un sens à quelque chose, mais on pense que c'est comme ça. Et en fait, on décide d'expérimenter pour vérifier si ce que l'on croit est vrai. Et à partir du moment où on l'expérimente, là, ça devient de la connaissance. Mais ne peut être connaissance que ce que l'on connaît. Et on ne peut connaître que ce que l'on expérimente. Tout simplement. Parce que même quand tu prends les définitions, par exemple, le savoir, la définition, donc c'est un verbe transitif, on dit que on dit avoir présent à l'esprit, donc quelque chose que l'on identifie et que l'on tient pour réel, pour pouvoir affirmer l'existence de. Mais on est dans la théorie. D'accord? On émet l'hypothèse de. Par contre, pour connaître, donc qui est aussi un verbe transitif, on dit se faire une idée claire de. Une idée claire de. Connaître un fait. On le connaît parce que on l'a pratiqué, on l'a transformé. Connaître quelque chose, ça veut dire, encore une fois, dans sa définition, en avoir l'expérience. C'est la définition. Donc, la connaissance ne peut être dissociée de l'expérience. Par contre, est-ce que la connaissance peut être dissociée, enfin ne pas émerger du savoir du coup? Parce que finalement, on peut expérimenter quelque chose et se rendre compte que ça correspond pas au savoir qu'on avait. Mm-hmm. Donc finalement, c'est quelque chose qui, enfin, ça me fait l'impression que c'est quelque chose qui émerge. Alors, de soi-même. le savoir, il est pas exclusivement conscient. D'accord. Tu peux savoir des choses sans que ce soit conscient. L'apprentissage, il se fait pas uniquement dans l'aspect conscient, dans l'aspect mental. D'accord? Ton corps sait des choses. Je te parle en termes de savoir, je te parle pas de connaissance. Il sait des choses, mais il sait des choses, par exemple, je sais pas, je sais même pas quel exemple donner, mais il y a des choses donc que tu n'as pas besoin de mentaliser, mais que ton corps sait. Non seulement parce on t'a transmis des choses, mais parce que tu as accumulé aussi toi dans tes expériences tu as fait des ponts et en expérimentant, tu as compris des choses, tu as développé du savoir. Et donc ça, tu n'as pas besoin que ça vienne, si tu veux, titiller ta conscience. Et d'ailleurs, ça renvoie à ce que je te disais tout à l'heure. La plus grande partie des choses que l'on sait sont inconscientes. La plupart. Donc, oui, donc c'est un ping-pong permanent entre le savoir et ce qu'on expérimente. Exactement. Bien enrichir et effectivement, et si après et si on se souvient plus alors? Mm-hmm. La question de j'ai oublié, j'ai su mais j'ai oublié. Donc là, ça veut dire que dans la pyramide, on redescend en fait. Oui. Alors attention. La connaissance, tu ne peux pas régresser. C'est comme quand on dit on sait faire du vélo, c'est pour tout jamais. Exactement. Un peu dans cette idée. La connaissance, elle est intégrée, imprégnée dans ton être. Mm-hmm. Tu peux l'oublier de façon consciente, mais c'est en toi. Après, tu peux retrouver des méthodologies avec des outils pour retrouver cette connaissance. Mais elle est greffée en toi. Par contre, ce n'est pas le cas du savoir. Le savoir, il est instable. Parce que le savoir, en fait, il ne génère pas, si on prend par exemple l'exemple au niveau neuronal, n'engendre pas les mêmes mécanismes. Quand tu sais, tu as des connexions neuronales qui se font de façon très 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 instable, alors que quand tu passes à la connaissance, ce sont des liens qui se font, mais des liens qui sont durs dans le temps. D'accord? Ce sont des connexions qui durent dans le temps, qui sont pérennes. Tu sais que dans les connexions neuronales que l'on a des connexions qui sont là pour un certain temps, qui sont des connaissances vraiment éphémères.
et tu en as d'autres qui durent beaucoup plus longtemps. Et ça, c'est déterminé par le fait de savoir si c'est théorique ou si c'est expérimental. Si c'est quelque chose de purement théorique, par exemple, j'ai suivi un séminaire, j'ai appris des choses. Donc, je sais par rapport à ce qu'il m'a dit que ça, c'est comme ça. Par contre, si dans les semaines qui viennent, je ne l'expérimente pas, ça ne va pas s'engrammer en toi. Donc, ça va revenir de l'information. C'est-à-dire que si tu veux t'en resservir, je dis, merde, j'ai oublié, il va falloir que tu retournes voir le replay ou revoir le cours pour faire le chemin. Exactement. Il va falloir que tu repasses par le chemin information, savoir, et ensuite faire la transformation. Mais je pensais par exemple, tu sais, à un instrument de musique. Ouais. On apprend. Enfin, au début, on voit l'instrument de musique, c'est finalement c'est juste de l'information, on le voit, ça nous voilà. On peut apprendre ensuite, par exemple le solfège, ou on peut apprendre comment on s'en sert finalement. Ensuite, on peut en jouer. Oui. Donc là, ça devient vraiment de la connaissance. Mais je me disais, si par exemple pendant 30 ans, on n'y touche plus, il y aura quand même des choses qui vont notre expérience de cet instrument de musique va presque disparaître. Donc je pensais qu'on pouvait à chaque étage justement. C'est là où c'est vraiment important. C'est-à-dire que tu vas oublier, mais la connaissance, elle est toujours là. C'est-à-dire que tu ne sais plus comment y accéder. Ce qui fait que tu vas repasser par le savoir, tu vas recommencer par les bases, et là, tac, tout d'un coup, ton cerveau va retrouver les connexions. Mais tu n'auras pas à recréer tout le chemin de l'expérience que tu avais fait pour pouvoir retrouver les sensations. Il va y avoir une espèce d'eureka neuronal qui va se faire. Mais c'est quand tu as développé une grande quantité de connaissances et que tu arrêtes et après que tu oublies, c'est juste que c'est pas que ça a disparu. C'est que ton cerveau, par rapport à la façon dont tu as eu de l'utiliser pendant ces années-là, a perdu le chemin de cette connexion. Mais la connexion est toujours là. Et du coup, le fait de reprendre les bases, tu vois, tu vas retester, hop, punaise, oui, ça revient, tac, 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 et hop, t'as retrouvé le chemin. Et là, c'est pas comme si tu revenais à zéro et que tu avais tout à réapprendre. Tu as quelqu'un qui a pas joué, qui a pas joué de la guitare pendant 10 ans. Quand il s'y remet, au début, il t'explique qu'il est un peu grippé. Et après, il joue comme s'il avait joué déjà depuis 20 ans. Ça revient, en fait. Ça revient. Oui, c'est comme parler une langue. Oui, c'est comme parler une langue. C'est-à-dire que t'as pas besoin de la réapprendre entièrement quand t'en as pas parlé une depuis longtemps. C'est-à-dire que le fait de te réimmerger, tu as même des mots que tu n'as pas réentendus qui te reviennent naturellement, que tu réutilises. Donc, cette connaissance, elle est en toi. C'est quelque chose qu'on ne peut pas t'enlever. Après, par contre, c'est lié à la façon que tu as d'utiliser ton cerveau. Parce que si tu es amené à faire tel type de tâche ou tel type de tâche pendant très longtemps, mais ton cerveau a peut-être plus de mal à accéder à l'endroit où il a justement créé cette connaissance-là. Par contre, si tu entretiens des mêmes formes d'apprentissage et d'expérimentation, même si c'est 10 ans après, ça va revenir de suite. Et du coup, ça nous amène aussi à un point qui me paraît vraiment essentiel dans ce que tu transmets aussi, c'est le fait que le savoir, on peut se poser la question de si c'est vrai ou pas, de si c'est fondé ou pas. L'information, finalement, c'est le traitement qui fait qu'on peut se poser ces questions-là. Mais par contre, la connaissance, elle est forcément vraie, puisque c'est ce qu'on a vécu pour de vrai. Donc là, il y a plus ce jugement, finalement. Exactement. En fait, si on doit reprendre cette pyramide, à la base, on va du coup mettre l'information qu'on peut rapprocher en fait finalement de l'énergie. D'accord ? On y reviendra plus tard sur cette définition, mais on va dire que ça a valeur d'énergie. Le deuxième plateau, ce sont les savoirs, mais les savoirs, finalement, on voit que ce sont des croyances. Les savoirs, ce sont toujours des croyances. Parce que basé sur nos valeurs, parce que c'est notre interprétation en fait. Exactement. Oui. C'est ce que l'on croit. C'est par rapport exactement à ce que l'on pense. C'est-à-dire que c'est nous qui avons interagi avec cette information comme ça, donc on s'en fait une idée. C'est pour ça que c'est très important de ne pas rester sur cet état de savoir. Il faut vite derrière transformer en connaissance. Et là, vous aurez accès vraiment à ce que vous étiez censé apprendre avec le savoir précédent. Bon, je reviens sur le savoir, donc le savoir qui est la croyance. Là, on vient en fait dans le domaine des dogmes.
et notamment la notion de ce qu'on peut appeler des règles, les fameuses règles. D'accord? C'est-à-dire que les règles, ce sont des éléments qui sont en fait imposés à partir d'une compréhension parcellaire. C'est-à-dire qu'on établit une règle. Une règle, c'est jamais quelque chose de naturel. La nature, elle crée pas de règles. Ce sont les hommes qui créent des règles par rapport à ce qu'ils comprennent. D'accord? Donc, tu as des règles dans les écoles, tu as des règles dans des entreprises, tu as des règles, mais c'est toujours des hommes qui font des règles par rapport à ce qui leur semble juste par rapport à leur objectif. Donc, il est interdit de faire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça, ce sont des règles. Et les règles, elles sont toujours liées à une vision parcellaire de la réalité. Et donc, c'est ça qui constitue le savoir. Parce que ton savoir, c'est aussi une vision parcellaire de la réalité. D'accord? Et plus tu avances dans le temps, plus tu sais de choses, et donc plus tu peux ajuster, je dirais, ton niveau de savoir. Par contre, une fois qu'on transforme ça en connaissance, d'accord? Donc par l'expérimentation, donc la connaissance, c'est vraiment l'expérience. Ça nous donne accès aux principes, contrairement aux règles. Les principes, ce sont les règles de la nature. Ce sont pas des règles, ce sont des principes. On pose à nous. Exactement. C'est ce qui s'impose à nous. Les règles, c'est ce que les hommes nous imposent, alors que les principes, c'est ce qui s'impose à nous. En termes naturellement. D'accord? Donc, plus on avance, en fait, plus on monte dans cette échelle, dans cette pyramide, plus on a accès en fait à ce qui nous relie finalement aux lois de la nature. D'accord? Et il n'y a finalement que ça qui est vrai. C'est-à-dire que la seule chose que l'on peut dire étant comme vrai, c'est finalement ce que nous connaissons, ce que nous vivons au travers de nos expériences. Donc, quand quelqu'un te dit, quand quelqu'un se permet de juger, par exemple, ton expérience, ben là, ça pose problème en fait. Ça pose problème. Pierre, si on avait détaillé cette pyramide, Oui. c'était aussi pour venir poser la différence entre la transmission et l'enseignement. C'était pour venir mettre un socle de compréhension initiale. Et ce que je te propose, c'est qu'on discute de ça dans un prochain épisode pour prendre le temps. Ça te va ? C'est parfait. Eh bien, à très vite pour le prochain épisode alors. Merci beaucoup. Cet épisode touche à sa fin. Bravo à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté ce que vous étiez venu y chercher, voire même beaucoup plus. En tout cas, vous pouvez retrouver le travail de Pierre en descriptif de cet épisode. Vous allez avoir tous les liens pour pouvoir creuser, aller plus loin et puis toujours entretenir votre autonomie de pensée. Vous pouvez également soutenir le podcast en partageant à vos proches tout simplement. Et puis ça peut être sympa d'en discuter ensemble aussi. Ou alors en mettant 5 petites étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. N'oubliez pas de partager le podcast et de mettre plein de petites étoiles. C'est vraiment important les étoiles.